3 du TD 19. Alors c'est un exercice extrêmement classique qu'il faut savoir refaire parce que c'est un exercice qui tourne à l'écrit et à l'oral dans tout un tas de situations. Donc c'est une situation où vous avez une cabine remplie d'air. À l'extérieur de la cabine, il y a du vide. Il y a un trou qui apparaît et donc du coup l'air qui est dans la cabine va sortir dans le vide. C'est une dépressurisation de la cabine. D'accord ? Le but de l'exercice, c'est de trouver au bout de combien de temps la pression a beaucoup diminué. Alors on fait quelques hypothèses de travail. Donc on vous dit, avant l'accident, les températures et pressions sont V, T0 et P0. On vous dit que le trou est petit et du coup la dépressurisation elle est très lente. On considère l'air comme un gaz parfait. Et on peut montrer que la température de la cabine, donc la température reste constante pendant la dépressurisation. On vous demande de déterminer le nombre de molécules qui quittent la cabine par unité de temps. Alors là, je vais modifier ma notation, je vais noter delta parce que sinon ça va vous traumatiser. Donc le nombre delta n de molécules qui quittent la cabine par unité de temps. Donc bah, ça, cette question-là, c'est la question où je refais le raisonnement qu'on a vu dans le cours sur la pression cinétique. D'accord ? Donc vous avez remarqué, je vais faire le même genre de raisonnement qu'à l'exercice 1 d'hier. Donc on va commencer par faire un dessin de la situation. Hop. Petit dessin. Donc la situation est la suivante. Vous avez votre cabine qui est comme ça. Tac. Tac. Et ici, vous allez faire le petit trou. Donc, par exemple comme ça. Donc ça, c'est le trou. Et dans la cabine, vous avez quoi ? Vous avez des molécules qui se promènent dans tous les sens. Avec des répartitions de vitesse, un petit peu, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, etc. D'accord ? On va modéliser ça. On va passer à un modèle. Et pour le modèle, on va utiliser la vitesse qui est la vitesse caractéristique du phénomène. Et donc du coup, on va remplacer toute cette distribution de vitesse-là par toutes les molécules se déplacent à la vitesse quadratique moyenne U. Donc toutes les molécules elles se déplacent à la vitesse que je vais noter U. D'accord ? Donc du coup, si je refais le dessin, il faudrait que je mette toutes les flèches avec la même norme. Et ensuite, deuxième partie du modèle qu'on a vu quand j'ai fait le cours la semaine dernière, on va dire que les molécules, elles se déplacent selon les trois directions. Donc elles se déplacent comme ça. Soit comme ça, 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 soit comme ça. Donc trois directions, deux sens. Donc ça fait 6 vecteurs à vitesse différents possibles. D'accord ? Donc j'ai 6 vecteurs vitesse possibles. Vecteur vitesse. Et donc du coup, une fois que j'ai fait ça, finalement, je vais me ramener à un schéma qui est le schéma qu'on a déjà traité plusieurs fois. Je vais isoler la petite section là. Donc j'isole la petite section. Et je vais essayer de compter les molécules qui peuvent... Alors ici, c'est pas frapper la section, c'est sortir de la section. Donc je vais dessiner les molécules susceptibles de sortir. Cette molécule-là, elle ne peut pas sortir. Elle est trop haute. Je mets entre guillemets haute, parce qu'il n'y a pas de haut et de bas, on est dans l'espace. Donc ça ne marche pas. Celle-là, elle ne peut pas sortir, elle est trop basse. Et l'autre info dont vous avez besoin, c'est les molécules qui sont par là, qui sont trop loin.
D'accord? Donc les seules molécules qui peuvent sortir, elles sont dans le volume que je vais appeler delta V. Donc delta V, qui est ici, il contient les molécules qui peuvent sortir. Pendant la petite durée qui m'intéresse. Donc ils peuvent sortir pendant une petite durée delta t. Une petite durée dt. D'accord? Parmi ces molécules, il y en a qui sont dans delta V mais qui ne sortent pas parce que par exemple elles vont comme ça, ou alors comme ça, ou alors comme ça, ou alors comme ça. D'accord? Donc statistiquement, il n'y a que 1/6 des molécules contenues dans delta V qui vont dans le bon sens. Donc j'ai 1/6 qui va dans le bon sens. Donc il va vers le trou. Le milieu global à l'instant T, si je complète mon schéma là, le milieu global, il est quand même homogène. Donc là, vous pouvez caractériser le milieu par n étoiles qui vaut grand N de T sur V. Donc c'est la densité particulière. Grand N de T, c'est le nombre total. Et V, c'est le volume total. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur n'accélère pas la sortie de l'air. Justement, c'est ça qu'on veut montrer. C'est que là, à l'extérieur, il y a une pression nulle. Donc on va essayer de montrer pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait une pression non nulle à l'intérieur et nulle à l'extérieur, ça génère un flux d'air. D'accord? Donc du coup, moi, si je veux compter le nombre de molécules qui vont sortir, je vais prendre delta n, qui vaut la fraction des molécules qui va dans le bon sens, fois le nombre de molécules qu'il y a dans le volume delta V, donc fois n étoiles delta V. Et il me reste à expliciter delta V. Donc pour ça, il faut que je trouve la longueur qui était cette longueur-là. Cette longueur-là, ici, c'est la longueur petit u fois la petite durée. Petit u, c'est la vitesse quadratique. Les molécules se déplacent toutes à cette vitesse-là. Pendant la durée dt, elles parcourent la distance u fois dt. Du coup, si je conclue, le delta n qui m'intéressait, il vaut 1/6 de n étoiles, je peux le remplacer. Alors oui, on exprime en fonction de n étoiles, mais n étoiles, je le réécris tout de suite en fonction de grand N, vous voyez. N étoiles, c'est n de t sur v. Donc n sur v fois delta v que je remplace, donc c'est base fois hauteur. La hauteur, pardon, c'est u dt, et la base, je ne me rappelle plus comment c'était noté, c'est grand S. Et donc là, vous avez trouvé le nombre de molécules qui va sortir pendant la durée dt. Mais en vérité, il y a fait un effet d'aspiration pour les atomes qui sont en dehors du cylindre. Oui, si le trou est énorme. Mais le trou, il est petit. Donc si le trou, il est petit, en fait, cet effet d'aspiration, comme vous dites, on le voit pas vraiment. Après, si le trou, il est trop grand, le fait qu'il y ait un effet d'aspiration, ça fait que vous quittez une succession d'équilibres thermodynamiques à l'intérieur de votre enceinte. Et donc du coup, faut pas faire le même type de raisonnement, faut faire de la mécanique des fluides. Et là, on vous dit que le trou, il est petit. Idriss, c'est n sur grand V. C'est grand V, c'est le volume de la cabine, le volume complet. Ça, c'est un grand V. Ok? Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir faire la suite. Hop. Alors, du coup, on va faire un autre dessin. Tac. On commence à partager un dessin. Non, c'est pas ça. Alors, on va réécrire combien on a de molécules. Donc, on a dit, ça, c'est le nombre de molécules qui quittent la cabine pendant la durée dt. Donc, c'est grand N de t sur V fois petit u fois S fois dt. D'accord?
Deuxième question, on vous demande d'en déduire une équation différentielle dont est solution la pression dans la cabine. Alors pour ça, hop, comparé à... Ouais, c'est ça en fait. Là, ce qui va se passer, c'est que le n étoile, il va changer au cours du temps. Parce que là, j'ai fait le calcul à l'instant t. Un instant plus tard, il n'y aura pas le même nombre de molécules. D'accord? Donc n étoile, il dépend du temps. Par contre, il ne dépend pas de l'endroit où je suis. Donc le milieu, il reste homogène. Donc si je fais au même instant la mesure de n étoile à différents endroits de la cabine, j'aurai la même valeur. Par contre, globalement, n étoile diminue parce que les molécules sortent de la cabine. Et le volume, lui, il ne change pas. Le volume, c'est le volume de la cabine, hein, le grand V. Alors, du coup, hop. Donc, on vous demande de trouver une équation différentielle qui porte sur la pression. Alors, pour ça, la chose qu'on sait, c'est que le gaz à l'intérieur, on vous dit c'est un gaz parfait. Donc, on va écrire l'équation d'état du gaz parfait. Alors là, vous voyez qu'ici, j'ai grand N de T. Grand N de T, c'est un nombre. Donc je vais écrire l'équation d'état en utilisant ce grand N. Donc dans ce cas-là, c'est PV égale N KBT. Ça, c'est la réécriture de PV égale NRT. Au lieu de compter la quantité de matière, je compte grand N. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que ça dépend du temps. La température, elle reste constante. La constante de Boltzmann, c'est une constante. Le volume, c'est une constante. Donc, la pression dépend du temps. Okay. Et pour trouver l'évolution de la pression, il suffit que je connaisse l'évolution de N. Donc je ne vais pas directement chercher une équation différentielle sur la pression, je vais chercher une équation différentielle sur N en me servant de la question d'avant. Et pour ça, on va faire un bilan sur le nombre de molécules. On va faire un bilan de matière. Donc à l'instant T, dans la cabine, on va dire qu'il y a grand N de T molécules. À l'instant T plus dt, il y en a grand N de T plus dt. Jusqu'ici, il n'y a pas de piège. D'accord ? On peut pas simplement diviser. Et non, on ne peut pas simplement diviser par dt. Parce que là, le grand N, c'est le nombre à l'intérieur. Alors que ce que j'ai fait à la question d'avant, c'était combien il y en a qui sortent. D'accord ? Donc c'est pas la même chose. Comment je relie n à t plus dt à n à t ? Je dis que n de t plus dt, c'est n de t. Le nombre qu'il y a un instant plus tard, c'est le nombre qu'il y avait avant, moins le nombre qui est sorti. D'accord ? Oui, c'est un petit peu comme une méthode de l'air. Ouais. Je fais de proche en proche. Ouais. Ça revient à faire ça. Mais c'est la méthode de l'air à l'envers. Dans la méthode de l'air, vous aviez les quadifs et vous en déduisiez une écriture comme ça. Là, je me sers de... J'avance de proche en proche pour en déduire les quadifs. Je le fais dans l'autre sens, mais ça revient à ça. Je remplace delta n par son expression. Donc ça me fait n de t moins 1 sixième n sur v, alors n de t sur v, u s dt. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce terme-là et je vais le repasser de ce côté-là, ici. Donc si je fais ça, je vais obtenir n à l'instant t plus dt moins n de t. Je vais même directement diviser par dt, donc je prends ce terme-là et je le passe ici. Donc ça fait sur dt. Tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sixième de n de t sur v fois u fois s. Ok? Ça, c'est un grand V en bas. Grand V en bas et u fois s à droite. Que je peux réécrire sous forme d'une équation différentielle. Je vais faire tout de suite, le temps de refaire un dessin.
Tac. Donc du coup, on va faire un dessin comme ça. Alors attendez, j'ai perdu mon bidule là. Hop. Tac. Je vais la réécrire l'équation. Donc du coup, si je recommence, donc j'avais n de t plus dt moins n de t sur dt égale moins 1 sixième de u fois s sur v fois n de t. Alors Charles, c'est un peu de ma faute parce que dans l'énoncé, j'avais noté d au lieu de delta. Donc il y avait une petite correction à faire dans le sujet. Je vais me le noter d'ailleurs. Et je vous referai la petite correction sur le drive de la classe. La notation, elle était un peu malheureuse. Ok. Du coup, à gauche, je récupère quoi? Ça, c'est dn sur dt. Et le membre de droite, si je le repars dans le membre de gauche, j'arrive à ça. Et là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous reconnaissez là? Et quoi, div du premier ordre? Ouais. Qu'est-ce que je vais poser? Et il vaut quoi, taux? Temps caractéristique de ce phénomène, c'est quoi? 6V. Alors attention. Ouais, V, ouais, ok. Donc ça fait 6V sur U fois S. D'accord? Pourquoi ça marche pas si on divise juste la relation de la question 1 par dt? Parce qu'en fait, la relation de la question 1, Alexis, ça vous donne pas le système sur lequel vous travaillez dans la question 1, c'est les molécules qui vont sortir. C'est pas les molécules qui sont à l'intérieur. Là, moi, si je veux une équation d'évolution de ce qui se passe à l'intérieur, les molécules qui sont sorties, en fait, ça m'intéresse plus. Donc, je fais un bilan sur ce que j'ai à l'intérieur. Ok? Si vous voulez faire une analogie avec votre compte en banque, moi, ce qui m'intéresse, c'est le solde de mon compte en banque. C'est pas les sous qui sont sortis tous les jours. C'est combien il me reste à l'intérieur. Donc, une fois que j'ai posé taux égale 6V sur 6 sur U fois V, sur U fois S, pardon, et ben on reconnaît dn sur dt plus u sur taux égale 0, plus n sur taux pardon, égale 0, n sur taux égale 0, et ça on sait résoudre. Alors, je vais assez vite sur la résolution, parce qu'on a déjà vu 50 fois. N de t, ça va faire n de 0, exponentielle moins t sur taux. D'accord? Et après, je vais dire que n de t... Alors oui, pardon, là j'ai fait... Attends, je vais pas résoudre, je vais retrouver l'équation sur P. En fait, soit je peux résoudre sur n et en déduire P, soit je remplace et... Alors c'est vrai que vu comment la question a été posée, je ne vais pas faire dans ce sens-là. Attendez, je vous le fais. Parce que je l'ai fait... là j'ai bêtement résolu directement. Donc hop, ça on enlève. Tac. Vous allez voir que ça revient au même. Donc une fois que je suis là, je vais dire quoi? Je vais dire que n, c'est PV sur KB fois T. D'accord? Donc j'injecte et je simplifie par V sur KB fois T, qui va être en facteur ici et en facteur ici. Donc du coup, l'équation sur P, ça va être aussi dP sur dt plus P sur taux égale 0. Tac. D'accord? On résout. Et on obtient P de t égale P de 0 exponentielle moins t sur taux. Et là, on a trouvé la loi d'évolution de la pression dans la cabine, qui était la question 2. D'accord?
Question 3, c'est une application numérique. On vous demande la section du trou, sachant que l'information que vous avez, c'est au bout de 2 minutes. La pression a diminué de 50%. Alors on va résoudre ça. Donc du coup, on va garder taux égale 6V sur U fois S. On va enregistrer ça. Tac. Et tac. Donc du coup, on a l'information que vous avez, c'est P de T, c'est la question 3, égale P de 0 exponentielle moins T sur taux. Avec taux égale 6V sur U fois S. Et ce que vous savez, c'est que pour T1 égale 2 minutes, P de T1, c'est 1 demi de P de 0. Ça, c'est l'information perte de 50%. Donc du coup, ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 demi de P de 0 égale exponentielle moins T1 sur taux fois P de 0. Je simplifie par P de 0. Je passe à l'inverse, je prends le log. Donc ça fait 2 égale exponentielle moins T1 sur taux, plus T1 sur taux, pardon. Et donc du coup, je récupère quoi? Que je fasse pas de bêtises. Ça fait ln de 2 égale T1 sur taux. Taux, je le remplace par son expression. Donc ça fait T1 fois U fois S sur 6 fois V. Hugo, c'est un plus parce que je suis passé à l'inverse. D'accord? Donc le membre de gauche, je le connais. Attendez, j'ai fait une bêtise là. Ça, c'est un ln. ln de 2, donc le membre de gauche, c'est bon, je connais. Dans le membre de droite, T1, je le connais. S, c'est ce que je cherche. V, c'est donné. Et il me manque U. Et U, je vais le retrouver en utilisant la définition de la température cinétique. Je vais le relier à la température cinétique. Donc U, ça fait racine de 3 RT sur la masse molaire de votre gaz. Ça, c'est la formule de Graham. Ok? Et bien donc du coup on isole S. Et on va trouver que S, ça fait, alors que je fasse pas de bêtises, donc 6V ln de 2, là j'ai pris ça, divisé par T1, et je divise par U, donc racine de M sur 3RT. Et avec ça, vous obtenez la section de votre trou, avec ce modèle. D'accord? Après, il faut faire l'application numérique, ça je vous laisse faire l'application numérique. Alors, petite question avant que je passe à la suite. Dans l'énoncé, il y a une hypothèse qui est assez douteuse. À votre avis, quelle est l'hypothèse la plus douteuse? Non, maintien de la température, ça on démontrera que c'est vrai avec le premier principe. Le vide dehors, non, on est dans l'espace, donc ça c'est pas mal. C'est un vide qui est assez poussé. C'est un truc un peu plus tordu. Donc maintien de la température, ça je peux vous montrer que ça marche, ça il n'y a pas de problème. Le vide dehors, c'est bon. Le trou grandit. Non, le trou il grandit pas quand même, parce que c'est la paroi elle est métallique. Donc non, c'est pas le trou qui grandit. Ça aurait pu, mais non. Alors gaz parfait, là vous êtes sur la bonne idée. L'air est assimilable à un gaz parfait de façon très très. Enfin, ça marche très très bien. Donc c'est pas le fait que ce soit un gaz parfait qui pose problème, c'est autre chose. Alors dépressurisation très lente, ça c'est lié à la taille du trou.
Donc ça va dépendre de la surface que vous trouvez à la fin, et vous allez trouver qu'elle est petite, donc ça va être validé. Température constante, là j'ai dit à l'instant que je pouvais le démontrer ça, donc c'est pas ça. Le point clé, il est là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire que la masse molaire, c'est 29 grammes par mol? Pourquoi c'est 29 grammes par mol? Il y a quoi dans l'air? Il y a N2 et il y a autre chose? Ouais. Voilà, donc du coup on a fait comme hypothèse, que vient de dire Quentin, que toutes les molécules ont la même vitesse quadratique. Or, toutes les molécules n'ont pas la même masse. Donc du coup là, j'ai fait un raisonnement qui est un raisonnement un peu moyen. D'accord? Moyen au sens d'une moyenne. Donc si je voulais faire un raisonnement un peu plus précis, au lieu de prendre ça, il faudrait que je prenne la composition de l'air et que je dise par exemple, alors je fais un truc simplifié, hein, 80% de N2, 20% de O2, en simplifiant au maximum. Et donc du coup, si je veux faire un raisonnement plus précis, la pression ici, la pression totale, je l'écrirai comme la somme des pressions partielles de N2 et de O2. Vous voyez pas ce que j'écris sur le... Oui, c'est normal, personne ne voit ce que j'écris parce qu'il n'y a que moi qui le vois. Je vais vous remettre l'énoncé. Vous avez bien fait de le dire. C'est où? C'est là. Tac. Tac. Donc on vous demande de chercher la pression dans la cabine. La pression, c'est la pression totale que vous allez mesurer avec un manomètre. Ok? Et en fait, le modèle, vous allez le faire en disant la pression totale, c'est la somme des pressions partielles en N2 et en O2. Le raisonnement que vous allez faire à la question 1, vous allez pouvoir exprimer delta N de N2 et delta N de O2. D'accord? Donc si vous allez au bout du raisonnement pour le dioxygène, vous allez trouver que dP de O2 sur dt plus P de O2 sur un premier temps caractéristique T de O2, ça vaut 0. Et vous allez pouvoir résoudre. Et T de O2, ici, il dépend de la vitesse quadratique U de O2. Je suis pas sur le bon truc, il dépend de U de O2. Ok? Pareil pour N2 qui va dépendre de U de N2, qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc les deux temps caractéristiques, ici vous allez avoir un temps caractéristique pour N2, qui est différent du temps caractéristique pour O2. Et donc le vrai calcul, il est un tout petit peu plus compliqué. Et bien justement, en fait, Charles, ce qui est un peu délicat à comprendre là, c'est qu'au départ, N2 et O2, ils sont dans un certain jeu de proportion 80-20, d'accord? Mais ils ne vont pas sortir proportionnellement au cours du temps. Il y en a un qui va sortir plus vite que l'autre. Celui qui va sortir plus vite que l'autre, c'est celui pour lequel le régime transitoire est le plus court. Donc c'est celui pour lequel le temps caractéristique est le plus court. Or, le temps caractéristique, le taux là, on a vu qu'il dépendait de la vitesse quadratique qui elle-même dépend de la masse. Donc ils ne vont pas sortir en même temps. Celui qui va sortir en premier, c'est celui qui a la masse la plus faible. Donc votre gaz, il va d'abord s'appauvrir en diazote, en proportion, et après en dioxygène. D'accord? Donc ce qui fait que quand vous aurez atteint la pression de 50% de la pression de départ, ça c'est la pression totale, le rapport 80-20, il sera plus vrai. Vous n'aurez plus le même rapport. Et ça, on peut s'en servir pour modifier pour séparer les gaz, pour enrichir un petit peu un gaz en dioxygène, par exemple, par rapport à un gaz en diazote. Alors après, si vous faites le calcul jusqu'au bout, vous allez voir que dans cet exemple-là, l'écart il est vraiment très très faible. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même le faire avec une moyenne. Ok? Ah non, ça ne peut pas exploser. La pression elle diminue. Pour exploser, il faudrait faire augmenter la pression. Par contre, vous pourriez, dans un cas, par exemple, imaginez que vous remplacez votre gaz par diazote plus dihydrogène.
ce qui va se passer, c'est que l'hydrogène va partir entre guillemets en premier. Et si vous fermez le trou au bout d'un certain moment, bah, vous aurez quasiment plus d'hydrogène, et vous aurez quasiment que du diazote. Vous aurez séparé comme ça les deux gaz, parce qu'ils n'ont pas la même masse. D'accord? Voilà, ça c'était l'exercice 3 du TD19. Les exercices 4, 5, 6, je les fais demain, parce que c'est des exercices entre guillemets macroscopiques. Donc les 3 premiers exercices de la feuille, c'est des exercices qui utilisent la théorie cinétique des gaz. Et à partir de la suite, vous n'avez plus besoin. Donc si vous avez commencé à les chercher un petit peu, là, pour tous ces exercices-là, le seul point de départ, c'est l'équation d'état. C'est PV égale nRT. Il faut juste travailler à partir de l'équation d'état. D'accord? Le 5, il est très facile. Celui-là, il est facile. Le 6, le 4, pardon. Celui-là, il est moyen. D'ailleurs, si vous le prenez bien, il n'est pas trop dur, mais il faut bien lire l'énoncé pour bien suivre ce qui se passe. Et celui-là, il est un peu plus compliqué. Celui-là, il est plus compliqué. D'accord? Voilà, donc celui-là, faut y aller doucement. Puis la question, dans cet exercice-là, la question 4, elle est à part en plus. Donc si vous allez vraiment jusqu'au bout et que vous faites la question 4, c'est bien. Alors s'il n'y a plus de questions, j'avance un tout petit peu le cours ce matin, du coup il me reste à faire ça. Hop. Alors je reprends la trame de ce qu'on avait commencé à voir hier. Donc on avait vu comment décrire l'équilibre thermodynamique d'un système. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'équilibre thermique, l'équilibre mécanique, l'équilibre interne et l'équilibre osmotique. D'accord? Quand vous avez un système à l'équilibre thermodynamique, vous pouvez le caractériser par deux choses qui sont ces deux grandeurs-là. L'équation d'état et l'énergie interne. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de distinguer les systèmes entre eux. Par exemple, un gaz, ça ne va pas se comporter pareil qu'un solide ou qu'un liquide, et vous allez les distinguer par leurs expressions de l'équation d'état et de l'énergie interne. D'accord? Le dernier petit point que j'avais fait à la fin du cours hier, c'était ça, c'était la capacité thermique à volume constant. La capacité thermique à volume constant, c'est juste une grandeur qui me permet de trouver l'énergie interne. Parce qu'une énergie, ça se mesure pas, une énergie interne, ça se mesure pas directement. Il n'y a pas un appareil qui s'appelle un énergimètre. Donc pour accéder à cette grandeur-là, j'ai besoin d'une autre grandeur qui est la capacité thermique, qui est une grandeur que je peux trouver expérimentalement. Et l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant, je vais avoir des appareils de mesure qui me permettent de mesurer la pression, le volume, les capacités thermiques, et après, on va tester ça sur différents systèmes. Et on va commencer avec le premier système le plus simple, qui est le gaz parfait. Donc on refait le gaz parfait du chapitre 1, mais cette fois-ci, on le fait vu de loin. Donc vous faites comme si vous n'aviez jamais vu le chapitre 1. D'accord? Et on regarde comment est-ce que historiquement on a réussi à caractériser ce gaz-là. Donc le point de départ, c'est vous arrivez dans une boîte, ici, à me mettre un gaz, et dans cette boîte, vous allez être capable de contrôler la pression, le volume et la température. Donc pour contrôler la pression, vous allez pouvoir comprimer ou détendre la boîte avec une paroi mobile, donc typiquement un piston. Pour contrôler la température, vous allez pouvoir contrôler les échanges thermiques des autres parois avec l'extérieur. Donc par exemple la boîte, vous allez la mettre dans un four. Et pour contrôler le volume, vous allez juste faire une mesure de volume. Okay. Historiquement, on a très très vite réussi à mesurer des pressions. Ça c'est quelque chose qu'on a réussi à faire assez rapidement. Des volumes aussi, donc ça c'est encore plus vieux. Et par contre, ce qu'on a eu du mal à mesurer, c'est les températures. D'accord? Donc les premiers qui ont étudié ça, c'est Boyle et Marriott. Alors Boyle c'est un anglais, Marriott c'est un français. Vous allez voir qu'à chaque fois dans les deux lois, il y a un anglais et un français. Donc qui a posé la loi suivante, à savoir que quand et la pression et le volume variaient, le produit PV d'une masse donnée de gaz maintenu à température fixée était constant. Ce qui se traduit par cette courbe-là. Si je trace le produit PV en fonction de P, j'obtiens une droite horizontale. D'accord? Et on peut même aller plus loin, on peut même dire qu'ici, la valeur que je vais obtenir, c'est nRT. Le tracé
ordonnées PV, abscisse P, ça s'appelle les coordonnées d'Amaga. Et ça, c'est utilisé pour caractériser les systèmes graphiquement. Ok ? Donc de ça, on en déduit une première relation qui est PV égale une fonction qui dépend de la quantité de matière et de la température. Loi suivante, alors vous regardez les dates, ce qui est intéressant de remarquer, c'est là on est en 1670. Tac. Entre les deux, il y a 130 ans. D'accord ? Pourquoi il y a 130 ans ? Parce que c'est le temps qu'il a fallu pour développer des thermomètres fiables. À partir du moment, là en fait, le Boyle-Mariotte, on savait fixer la température, mais on ne savait pas bien la contrôler. Par exemple, pour fixer la température, on avait compris que la glace, que la température de la glace, je pouvais la considérer constante. D'accord ? Mais on n'avait pas encore d'outils fiables pour faire des mesures de température. Ce qui arrive plus tard. Donc 1802 lois qui se complètent, la Gay-Lussac qui montre que si je fixe P, le volume il est proportionnel à T, et Charles qui montre que si je fixe V, la pression est proportionnelle à T. D'accord ? Le T c'est la température absolue, c'est pas la température en degrés Celsius. Qui se traduit par le produit PV égale une fonction ici qui dépend de N, la quantité de matière, fois T. D'accord ? Et dernière loi, c'est la loi d'Avogadro-Ampère, qui montre que le produit PV, il est proportionnel à N. Donc PV, c'est une fonction, grand N, le nombre de molécules. Donc PV, c'est proportionnel à T, c'est proportionnel à N. Donc de ça, vous arrivez bien à PV égale quelque chose fois N fois T, et quelque chose, c'est défini comme la constante de Boltzmann. Ok ? Alors, donc ça c'est la démarche historique. Je vous la présente juste pour que vous l'ayez vue. C'est pas la peine de retenir les dates et des choses comme ça. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que la mesure de température, c'est plus compliqué que les autres mesures. Ensuite, comment je définis un gaz parfait ? Un gaz parfait, c'est un gaz qui suit toutes ces lois-là en même temps. D'accord ? Donc s'il suit toutes ces lois-là, en fait, ça revient à dire que je me suis placé à basse pression. Donc n'importe quel gaz, ce que j'appelle GR, c'est un gaz réel, là, n'importe quel gaz réel tend vers un gaz parfait à basse pression. Et donc du coup, je peux écrire cette relation de proportionnalité pour n'importe quel gaz. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça vous donne un moyen de mesurer indirectement la température, ce que je vous ai expliqué dans le paragraphe d'hier sur les thermomètres primaires. Si vous savez que votre gaz va tendre vers un gaz parfait, vous savez que PV il va tendre vers NKBT, donc vous faites baisser la pression et vous allez déduire de la mesure de P et de V la température. D'accord ? Là, je vous ai fait un tableau dans lequel, en fait, ce tableau ne contient que la même information. C'est-à-dire c'est 4 fois la même information, là, écrite 4 fois différemment. L'écriture standard, c'est celle-là. Ça, c'est l'écriture que vous connaissiez déjà. L'écriture du physicien microscopique, du physicien qui fait de la physique stat, c'est celle-là. Ça, c'est celle qu'on a trouvée la semaine dernière quand on a fait le modèle de la théorie cinétique des gaz. Et puis après, au milieu, vous avez juste 2 réécritures. Alors, il y a une réécriture qui est assez importante, c'est celle-là, que je vais encadrer en rouge. Pourquoi celle-là, elle est importante ? Je la réécris ici. Rho R T sur le grand M. Celle-là, elle est assez importante parce que toutes les grandeurs qui sont dedans sont des grandeurs intensives, donc qui sont définies localement. Donc ça va vous permettre, quand vous allez avoir un grand volume, ou a priori, peut-être que la pression ici n'est pas la même que la pression ici, etc. Je ne vais pas pouvoir écrire sur un très très grand volume PV égale nRT, où V c'est le volume total. Par exemple, imaginez que le grand volume c'est toute l'atmosphère. Là je mets l'atmosphère. Pour l'atmosphère dans son ensemble, je ne peux pas écrire PV égale nRT. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la pression dépend de l'endroit où je suis. Par contre, je peux écrire ici cette relation-là. Donc ça va être P, je ne sais pas, à l'altitude Z1. D'accord ? Et je peux l'écrire ici, à l'altitude Z2, je peux écrire la même formule, à l'altitude Z2. Et du coup, je peux décrire localement l'atmosphère comme un gaz parfait, dont les paramètres d'état, ici, P et T,
et ρ d'ailleurs, dépendent de l'endroit où je suis. Et ça va nous servir quand on va vouloir caractériser l'évolution de la pression ou de la température dans un système macroscopique très très grand. Donc typiquement l'atmosphère, une colonne d'eau, alors ça ne sera plus la même équation d'état, mais c'est la même idée. Quand je vais me concentrer sur les variables intensives et pas sur les variables extensives. D'accord ? La constante de Boltzmann, c'est pas mal si vous la connaissez à 3 chiffres significatifs. Donc 1,38. Le 38,07, ça c'est pas très grave. Mais 1,38, 10-23 joules par Kelvin, c'est pas mal si vous le connaissez. Si on somme toutes les grandeurs intensives, on obtient cette grandeur dans le volume macroscopique. Alors ça dépend laquelle. Par exemple, je peux écrire que la masse totale, c'est la somme de la grandeur intensive associée. D'accord ? Par contre, sommer des pressions, bah ça va avoir d'intérêt que si vous voulez reconstruire la force que vous subissez sur une grande surface, par exemple. Et sommer les températures, ça n'a pas de sens. D'accord ? Alors ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens, mais pour le moment, vous ne voyez pas qu'est-ce que ça peut être la somme des températures. Du coup, une fois que vous avez l'équation d'état, vous pouvez faire plein de variations. Il y a plein de façons de la réécrire. Première façon de la réécrire, qui utilise des choses que vous utilisez en chimie, c'est la notion de volume molaire. Donc le volume molaire, c'est le volume d'une mole. Vous ne l'écrivez pas comme ça en chimie. En chimie, vous écrivez ça. D'accord ? C'est quoi ça ? C'est la concentration. D'accord ? Donc en fait, ce qu'il va falloir vous habituer, c'est que je vais utiliser des grandeurs, qui sont des grandeurs que vous connaissez déjà. Je vais juste manipuler, prendre l'inverse, des choses comme ça. Et ça va être à vous de réussir à vous adapter en fonction de est-ce que l'énoncé qu'on vous propose, il travaille avec une concentration, avec un volume massique, avec un volume molaire, etc. Donc le volume molaire, c'est 1 sur la concentration. D'accord ? Quantité de matière sur le volume. Alors sauf qu'en général, la concentration, par exemple, si je continue le parallèle avec la chimie, la concentration qui vous intéresse, c'est pas la concentration du solvant. Donc vous mettez un truc dans de l'eau et vous vous intéressez pas à la concentration de l'eau. D'accord ? Alors que là, moi, je suis en train de regarder le volume molaire de tout mon gaz. C'est pour ça que je ne vais pas parler de la concentration du gaz, parce que c'est comme si je calculais la concentration du solvant, ce qui n'est pas hyper intéressant. Alors, si je regarde ce que ça donne du point de vue de l'équation d'état, si vous faites V sur N, vous obtenez RT sur P. Et ça, c'est assez important, parce que RT sur P, ça ne dépend pas du gaz. Ça dépend que de la température et de la pression. Et du coup, le volume molaire va être le même pour tous les gaz à la même température et même pression. Et donc là, on définit ce qu'on appelle les conditions normales de température et de pression, qui sont une atmosphère et 0 degré Celsius. Donc une atmosphère 1,013 bar, température 273,15 Kelvin. D'accord ? Et pour ces valeurs-là, le volume molaire, c'est 22,4 litres par mol. Ça veut dire, si vous voulez, avec cette température et cette pression, une mole de gaz va occuper 22,4 litres. Autre écriture, si je retravaille avec la masse volumique, donc pareil, je repars de l'équation d'état, j'isole la masse volumique. Donc ça, c'est ce que j'ai posé juste avant, j'isole juste la masse volumique. Ça fait P fois M sur R fois T. D'accord ? M, je prends la masse molaire de l'air, je prends les mêmes conditions de température et de pression, et je regarde ce que ça donne, c'est des kilogrammes là, je regarde ce que ça donne comme masse volumique, ça me donne 1,29 kg par mètre cube. Là, il faut que vous ayez en tête cet ordre de grandeur, ça fait à peu près 1,3 kg par mètre cube. C'est à peu près 1 millième de la masse volumique de l'eau liquide dans les conditions usuelles. D'accord ? Donc pour un même volume d'eau liquide, vous aurez une masse 1000 fois plus grande. Autre chose que je peux faire, je peux travailler avec la densité. Donc la densité, alors là pour le coup, je vais comparer un gaz avec un autre. D'accord ? Donc je vais prendre un volume donné, et je vais mesurer la masse de gaz de ce volume, et je vais la comparer avec la masse d'un autre gaz. Le gaz de référence, c'est l'air. Si vous isolez, donc vous prenez cette équation-là, vous isolez la masse, ici sur celle-là,
et vous faites le rapport de la masse de mon premier gaz sur la masse du deuxième gaz, avec même pression, même température, même volume. Là, vous allez montrer que le rapport des densités, ça dépend que des masses molaires. D'accord? Et donc du coup, vous allez pouvoir simplement séparer deux gaz. Le rapport des densités, il dépend que des masses molaires, il ne dépend pas de la température. Il ne dépend pas de la pression. Donc usuellement, on écrit D égale M sur 29. Quand on écrit ça, il faut savoir que la masse molaire, elle est en grammes par mol. Attention, la densité d'un gaz, vous la définissez par rapport à l'air. C'est pas la même chose que la densité d'un liquide que vous allez définir par rapport à l'eau. D'accord? Alors Loïc, pourquoi est-ce qu'on choisit l'air alors que c'est pas un corps pur? On choisit l'air parce que c'est le gaz qui est le plus simple à trouver sur Terre. C'est facile, il y en a tout autour de vous. Donc c'est un bon élément de comparaison. D'accord? Et en plus, l'air a un intérêt, c'est que son équation d'état, elle suit très très bien l'équation d'état des gaz parfaits, même si c'est pas un corps pur. Donc ça, c'est la partie équation d'état. Ensuite, deuxième information que vous avez besoin pour un système, vous avez besoin de l'équation d'état, et puis vous avez besoin de l'énergie interne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait des études de calorimétrie pour trouver l'énergie interne? On montre qu'un gaz parfait, il suit la première loi de Joule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son énergie interne ne dépend que de la température. Alors là, ça c'est l'énoncé qui est l'énoncé standard. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand je dis l'énergie interne ne dépend que de la température, j'ai en tête que l'énergie interne dépend aussi de la quantité de matière. C'est-à-dire l'énergie interne, je sais que c'est une grandeur extensive, donc je vais écrire n fois quelque chose. Et je laisse tomber le n. Pourquoi? Parce que les systèmes sur lesquels je vais travailler, le n il sera tout le temps constant. J'aurai toujours des systèmes fermés. D'accord? Donc là, c'est n fois quelque chose. Alors, pour comprendre ça, en fait, là, je vous ai juste fait ça, c'est un petit rappel du premier chapitre qui vous montre les contributions à l'énergie interne les différentes contributions à l'énergie interne. Vous avez la contribution qui est celle du gaz parfait monoatomique, qui correspond juste aux 3 degrés de liberté de translation. Et ensuite, vous avez la contribution qui correspond à ce que j'ai noté l'énergie interne propre. Donc ça va être les rotations, vibrations intramoléculaires. Ok? Par contre, ce qui est important, c'est donc c'est pas la même énergie interne pour un gaz polyatomique que pour un gaz monoatomique. Par contre, ça ne dépend que de la température. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le voir ça? On mesure les capacités thermiques à volume constant. Et on les mesure en fonction de la température. Donc là, vous avez plusieurs courbes avec la valeur des capacités thermiques à volume constant en fonction de la température. Et ce qui est important, c'est la zone. C'est cette zone-là. Hop. C'est pas trop la zone au-dessus, c'est la zone qui est en dessous, pour laquelle toutes les capacités, elles ont l'air d'être constantes, donc indépendantes de la température. Si j'ai CV qui est indépendant de la température, CV il est défini par du sur dt égale CV. D'accord? Donc ça c'est à volume constant. Donc si ça c'est une constante, je peux écrire que du c'est CV dt. Voilà, j'ai juste séparé les variables. Et je peux intégrer. Donc je peux dire que U c'est CV fois T plus une constante. J'ai le droit de faire ça seulement si CV est constant. D'accord? Ce qui va être le cas ici, ici et ici. Unité de la capacité thermique, c'est des joules par Kelvin. C'est une énergie sur une température. Joules par Kelvin. Okay? Et donc vous voyez que l'endroit où ça tend vers une constante, c'est plutôt vers les basses températures. Sauf pour l'hélium. Alors l'hélium, c'est un gaz magique. En fait, l'hélium, comme il est tout à droite dans la classification périodique, il y a très très peu de liaisons, d'interactions intermoléculaires au niveau de l'hélium. D'accord? Donc ça reste vrai très très longtemps pour l'hélium, ça reste vrai relativement longtemps pour le diazote, et puis quand j'augmente trop la température, c'est plus vrai. Et pareil pour tous les autres gaz qui m'intéressent. D'accord? Alors, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse de ce truc-là. Vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est cette relation-là, qui est la relation qu'on va utiliser. Tac. Donc c'est l'énergie interne du gaz parfait, ça va être quelque chose fois T, le quelque chose ça va être la capacité thermique, et la capacité thermique elle va être supérieure, ou égale d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pas mis de égal, à 3,5 de NR. Le 3,5 de NR c'est la capacité thermique à volume constant du gaz parfait monoatomique. D'accord?
Pourquoi 3,5? Parce que 1,5 par degré de liberté. Et pour les autres cas, bah, ce ne sera pas 3,5, ce sera autre chose. Donc soit on vous donnera la valeur, soit faudra vous, alors on ne vous demandera pas de deviner combien c'est, je pense qu'on vous donnera la valeur à chaque fois. Cyprien, pourquoi les autres gaz nobles ne respectent pas la loi? Alors si, les autres gaz nobles aussi, ça marche très bien. D'accord? En fait, la plupart des gaz nobles se comportent bien comme des gaz parfaits. L'hélium, ça marche encore mieux, parce que comme l'hélium est petit, les interactions de Van der Waals sont encore plus faibles. Il y a quand même des interactions attractives de Van der Waals dans n'importe quel gaz, et elles sont très très faibles dans l'hélium, parce que c'est celui qui est le plus petit en termes de taille d'atome. D'accord? Donc du coup, alors après, ce qu'il faut juste comprendre avec la capacité thermique, c'est ça va vous dire quelle énergie vous devez fournir pour augmenter la température. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez augmenter la température d'un gaz polyatomique, vous voulez augmenter l'agitation thermique d'ensemble, donc vos molécules elles vont plus vite, et puis vous allez aussi faire plus vibrer les molécules. Vous allez avoir aussi une agitation qui est liée au fait que les molécules elles vibrent ou elles se mettent à tourner sur elles-mêmes. D'accord? Et ça va faire des petits paliers en termes de capacité thermique. Donc premier palier qui est ici, c'est le palier où j'ai... alors le CV bar, c'est CV sur NR. Donc là, en ordonnée, c'est ce qui est tracé ici, c'est CV sur NR. Donc j'ai un palier à 3,5 qui correspond ici, j'ai que les degrés de liberté de translation. J'ai un autre palier ici à 5,5 qui correspond à des degrés de liberté de vibration, de rotation, pardon. Et j'ai un autre palier ici à 7,5 qui correspond à des degrés de liberté de vibration. D'accord? Et entre les deux, j'ai des situations un peu bizarres. C'est petit n, c'est CV sur petit n fois R. Si j'avais mis grand N, j'aurais mis CV sur grand N fois KB, qui est la même chose. D'accord? Donc ça, ce sont mes différents paliers. Alors, vous n'avez rien à connaître au niveau microscopique de ça, c'est juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que quand on va vous donner l'information sur un gaz, vous n'aurez pas forcément la même capacité thermique. Et vous, ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est le gaz parfait monoatomique, donc 3,5 de NR, et le 2NR tout court. Enfin, pourquoi je mets le CV je réponds à votre question juste après, Alex. Donc 3,5 de NR pour le gaz parfait monoatomique. Et l'autre qu'il faut que vous connaissiez, c'est l'air. L'air qui est assimilable à un gaz parfait diatomique. Et CV, c'est 5,5 de NR. Ça, c'est les deux cas qui vont nous servir. D'accord? Qui normalement devraient peut-être pas vous être fournis à chaque fois. Alors du coup, pourquoi c'était NR tout à l'heure? Du coup, c'est bon, ça a répondu à votre question? Ouais. Ok. Voilà, donc gaz parfait monatomique et diatomique avec l'air. Ça, c'est les deux situations que nous on va rencontrer et sur lesquelles il faudra que vous connaissiez un petit peu ce qui se passe. Pour ceux qui veulent creuser, vous pouvez lire le détail de ce que j'ai raconté là. Alors, une fois qu'on a ça, pour voir si un gaz se comporte comme un gaz parfait, on va essayer de faire une représentation graphique de l'évolution de la pression, de la température et du volume. Le problème, c'est que j'ai 3 variables et je sais bien faire des dessins dans le plan. Donc du coup, toutes les représentations qu'on va faire, on va toujours fixer une des variables. Et usuellement, la variable qu'on fixe, c'est celle-là, la température. Et on va tracer un ensemble de courbes, chacune pour une température constante. Donc une température constante, ça s'appelle une isotherme. Et je vais tracer des portions d'isotherme. Donc là, vous avez un exemple ici, qui est un tracé de portions d'isotherme. En ordonnée, c'est la pression. En abscisse, c'est le volume. Et si je suis sur cette courbe-là, en tout point de cette courbe, je vais aller un peu bas là, je suis à la température de 800 Kelvin. Je suis en train de suivre une isotherme. Ce qui veut dire que si je prends un point quelconque, par exemple ici, tac, je suis capable de trouver graphiquement le volume, graphiquement la pression et graphiquement la température. Donc là, je suis à 0,35 m3, 70 mégapascales, et j'étais à 2800 Kelvin. D'accord?
Donc ça va avoir deux intérêts. Ça va vous permettre, si je vous fournis un réseau d'isothermes, de trouver une information sur l'état de votre système, connaissant, imaginez que je vous donne la température, le volume, il faut trouver la pression. Là, vous allez pouvoir le trouver graphiquement. Et deuxième intérêt, je vais pouvoir comparer ça je vais pouvoir comparer mon vrai gaz à un modèle, qui est ici le modèle du gaz parfait. Dans un modèle de gaz parfait, les réseaux d'isothermes, ce sont des hyperboles. Pourquoi? Parce que j'ai P égale une constante sur V. Ok? Non, ça c'est. Alors là, le tracé qui est fait, c'est pour un gaz parfait. Et justement, ce qu'on va voir, c'est que pour les autres systèmes, ça ne fait pas toujours la même chose. Il peut y avoir des écarts au gaz parfait. Autre représentation qu'on peut trouver, c'est la représentation où on rajoute la température sur un troisième axe. Donc ça fait une représentation tridimensionnelle. Donc en gros, c'est la représentation qui est ici, mais en rajoutant en profondeur la température. Voilà, ça c'est juste une représentation un peu plus complète que vous serez amené peut-être à voir une fois ou deux. Sachant que c'est quand même beaucoup plus simple de travailler avec des représentations dans le plan. Deuxième jeu de coordonnées qu'on a déjà vu juste avant, c'est la représentation d'Amaga. Donc la représentation d'Amaga, vous tracez PV en ordonnée et en abscisse, vous mettez P. D'accord? Si vous faites ça, pour un gaz parfait, vous savez que PV, c'est nRT. Donc je vais tracer différentes isothermes, comme ça. Là, je suis à T1. Donc si T1 est constante, j'ai nRT1 qui est constante, le produit PV ne dépend pas de P. Donc j'obtiens une droite horizontale. Et là, si je mets une température T2 comme ça, là j'ai T2 qui est plus petit que T1. Et je peux tracer comme ça un ensemble d'isothermes. Je trace une autre, etc., etc. Donc je vais avoir un réseau d'isothermes qui vont être des droites parallèles. La représentation d'Amaga, elle est hyper pratique pour voir tout de suite si votre gaz c'est un gaz parfait. Si votre réseau d'isothermes c'est un ensemble de droites parallèles horizontales, votre gaz c'est un gaz parfait. Sinon votre gaz c'est pas un gaz parfait. Et autre chose qu'elle vous donne comme information, c'est que quand je monte ici, la température elle augmente. D'accord? Plus PV est faible à P constant, plus la température est faible, plus je monte, plus la température va être grande. Alors que si je reviens en coordonnées ici, qui s'appellent les coordonnées de Clapeyron, là, pour voir comment la température évolue, il faut que je me promène comme ça. Là, c'est ici que la température, elle augmente. Donc, c'est moins pratique à suivre, en fait. D'accord? Alors, il ne suffit pas d'une droite... Alors, attention, Romain, vous pouvez avoir des situations où vous avez une droite horizontale pour une température donnée, puis après, vous changez de température et c'est plus le cas. Et là, du coup, votre gaz, vous ne pouvez pas dire que c'est un gaz parfait, parce qu'il faudrait que l'équation d'état soit valable pour tout le jeu de pression et de température qui vous intéresse, en fait. D'accord? Et ça peut arriver. Alors maintenant, muni de ces deux représentations, Clapeyron et Amaga, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend le système qui nous intéresse, on le met dans une boîte et on essaye de tracer les réseaux d'isothermes. Et on compare ça au gaz parfait. Donc c'est ce qu'on va faire là. Premier système qu'on peut essayer de faire, c'est un système qui a l'air très simple, hein, c'est l'eau. Alors, ça a l'air très simple sur le papier, mais en pratique, les ordres de grandeur de volume et de pression sont quand même pas si accessibles que ça. Parce que là, si vous regardez les pressions, c'est en mégapascal. 100 mégapascal, ça commence à faire des pressions assez élevées. D'accord? Alors, ce qu'il faut regarder là, donc là, vous avez un diagramme de Clapeyron de l'eau. Avec les isothermes, température la plus basse, température la plus haute. Ici, sur celle-là, dans cette zone-là, vous voyez bien là des portions d'hyperbole. Le début de portion d'hyperbole. Celle-là, elle a la même l'air de continuer à peu près. D'accord? Donc dans cette zone-là, vous avez un comportement qui ressemble à un comportement de type gaz. Donc ça fait des portions d'hyperbole. Par contre, ici, là, dans cette zone-là, je vais prendre une autre couleur, on va se mettre en noir. Dans cette zone-là, vous avez un comportement qui est complètement différent, où l'isotherme, elle est quasiment verticale. Là. Vous voyez ici, là, ici. Là, j'ai des isothermes très, très resserrés et quasiment verticales. Donc le comportement ici, il n'est pas du tout le comportement d'un gaz parfait. Donc ça, c'est pas du tout un gaz. Alors qu'est-ce que ça veut dire si j'ai, au niveau des portions rouges, qu'est-ce qui se passe? Si je change, alors, vous supposez que vous maintenez la température. Hein.
si j'essaye de changer un tout petit peu la pression, si j'augmente un petit peu la pression, si on dit que je comprime le gaz, dans ce cas-là, le volume va beaucoup changer. Donc là, on va dire que dans la zone rouge, ici, le système, il est très compressible. Ça veut dire, vous imaginez, vous prenez votre gaz qui est dans un piston, là, donc votre système, donc là je dessine mon piston comme d'habitude. Mon système il est ici. Quand je vais pousser, je vais réussir à changer le volume. D'accord? Alors dans la zone qui est à gauche, où j'ai des quasi isothermes verticales, là j'ai un système qui est incompressible. Ça veut dire si j'essaye de changer la pression, de pousser, le volume va quasiment pas varier, même si la pression se met à devenir très 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 élevée. D'accord? Donc ça vous montre que votre système il se comporte absolument pas comme il se comporte pas du tout comme un gaz parfait. C'est normal parce que ici, vous avez quoi? Vous avez de l'eau liquide. Et l'eau liquide n'a rien à voir avec un gaz parfait. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'interactions intermoléculaires. En fait, soit on modifie le volume, soit... Voilà, oui, on peut dire ça comme ça. En fait, si vous modifiez l'agitation moléculaire, vous modifiez la température. Et si vous modifiez le volume, en fait, le fait de modifier le volume peut modifier la température. Mais peut aussi modifier la pression. Et les trois grandeurs sont reliées par l'équation d'état. Ok? Alors, il y a une zone qui est assez importante, qui est cette zone-là, sur laquelle on reviendra un tout petit peu après. Où là, vous voyez qu'il y a un endroit où c'est même carrément un palier horizontal. Donc là, ça, on y reviendra au paragraphe de demain. Donc ça, je vous renvoie au paragraphe grand 5 qu'on fera demain matin. Ok? Alors, autre système. Donc là, vous avez mis dans votre boîte de l'eau. À l'intérieur ici de votre boîte, il y a de l'eau. Après, vous pouvez remplacer l'eau par d'autres corpures et refaire la même étude avec d'autres corpures. Donc le dispositif qui permet de faire ça, c'est un dispositif dans lequel vous contrôlez et la pression, et le volume, et la température. Je vous montre comment on peut faire ça. Ça, c'est un dispositif que peut-être vous aurez la chance de voir en TP si un jour vous revenez au lycée. Parce que c'est un dispositif qu'on est censé vous faire manipuler. J'espère que vous pourrez manipuler avant la fin de l'année. Alors l'idée, c'est vous allez assurer ici une circulation d'eau, comme ça, que vous allez chauffer ici, ce qui va vous permettre de maintenir de la température de l'eau constante ici. À l'intérieur, vous allez mettre ici, dans cette petite zone-là, tac, le corpure qui vous intéresse. Et puis vous allez pousser ce corpure à l'aide d'un piston, d'accord, que vous allez tourner ici en tournant le volant, vous allez pouvoir comprimer le corpure. En comprimant le corpure, vous allez pouvoir lire la pression. L'échelle graduée vous permet d'accéder au volume et le thermomètre vous permet d'accéder à la température. Donc vous allez pouvoir mesurer simultanément P, V et T. Et à partir de ça, vous allez pouvoir construire les courbes, enfin les isothermes en coordonnées d'Amaga pour le gaz qui vous intéresse. Donc si vous regardez ce que ça donne, pour le gaz qui vous intéresse là, donc alors c'est un gaz particulier, c'est l'hexafluorure de soufre. Vous constatez quoi? Vous constatez que ça ressemble à des portions de droite, mais que ces portions de droite ne sont pas horizontales. Donc vous voyez que le gaz là n'est pas un gaz parfait parce que j'ai pas des réseaux, j'ai pas des successions horizontales comme ça. D'accord? Mais par contre c'est quand même assez simple, une équation de droite, je peux l'écrire, je peux écrire PV égale AP plus B. Ça c'est assez simple. Et le A et le B, ils vont dépendre du gaz. Les unités ne sont pas les mêmes en ordonnée et en abscisse. Oui, exact. En ordonnée, c'est en pascal mètre cube. Ça, c'est pour être en unité ici. Alexis, pourquoi c'est horizontal pour un gaz parfait? Alors, pas forcément monoatomique, juste un gaz parfait. Parce que pour un gaz parfait, vous avez PV égale nRT. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le tracé, T, il est constant. Donc, si T, il est constant, ça, c'est une constante. Et là, en abscisse, c'est la pression. Donc, si je change la pression, je ne change pas le produit nRT pour un gaz parfait. D'accord? Par contre, si je change la pression, je change le produit PV. Donc je me déplace, je change ici, ça change le produit PV, donc je vais me déplacer comme ça.
C'est bon? Ok. Alors, ben, si j'ai pas écrit dans le bon sens mon équation. Vous barrez le B ici, je l'ai écrit en dessous. Donc du coup, là, vous avez ici l'équation d'état du gaz, qui est une équation plus générale que l'équation d'état du gaz parfait. D'accord? Par contre, ce que je sais comme information, c'est que quand la pression tend vers 0, mon gaz doit tendre vers un gaz parfait. Donc le A, ici, je le connais. Le A, c'est nRT0. Donc du coup, je peux écrire que PV, c'est nRT0 plus B fois P. D'accord? Et le B, ici, il dépend du gaz. Donc ça, c'est caractéristique du gaz. Pour un gaz parfait, ça vaut 0. Et après, ça, pour les autres corps purs, bah, il va prendre une certaine valeur. Donc ça, c'est caractéristique du corps pur. Du corps pur. Et donc là, vous avez plusieurs exemples. Alors, ces exemples-là, ils vous montrent différents gaz tracés en coordonnées d'Amaga pour différentes températures. T0, c'est la température de l'isotherme qui m'intéresse. Donc là, par exemple, je fais l'isotherme T0. Donc ici, ça serait... vous pouvez même mettre T si vous voulez. D'accord? C'est en suivant une isotherme. Alors si vous faites ça pour... donc là, par exemple, ici, vous voyez, c'est température d'ébullition de l'eau sous 1 bar. Okay, donc en gros, vous êtes à 100 degrés. Vous faites ça pour différents gaz, et vous tracez PV. Alors, c'est pas les mêmes unités, mais bon, peu importe. Ce que vous constatez, c'est suivant le gaz, vous n'allez même pas avoir la même pente. Il y a certains gaz pour lesquels le coefficient B il est négatif, c'est lui. Il y en a d'autres pour lesquels B il est positif. Et il y a celui-là pour lequel B il est quasiment égal à 0. Pourquoi est-ce que le B de l'air est quasiment égal à 0? Parce que l'air il est constitué de dioxygène avec B négatif et de diazote avec B positif en proportion telle que par hasard vous vous retrouvez avec quasiment un truc horizontal. Donc c'est un pur hasard si l'air se comporte très très bien comme un gaz parfait, comme ça. D'accord? C'est juste parce qu'il est constitué d'un mélange de dioxygène et de diazote dans des proportions qui vont bien, qui font que pour cette température-là, j'ai une jolie droite horizontale. Par contre, si je change la température, donc là je me suis mis à la température du point triple de l'eau, donc 0,01 degrés Celsius. Ben là vous voyez que le coefficient B, il n'est plus le même. Comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que ce coefficient B, il va aussi dépendre de la température. Et donc si je veux tracer le diagramme d'Amaga de l'eau, je vais avoir un truc qui fait comme ça. Tac, tac. Vous voyez, je vais avoir différentes droites, comme ça. Donc ça c'est PV fonction de P pour l'eau. D'accord? Ce qui fait que l'eau, de façon générale, c'est pas un gaz parfait à toutes les pressions, toutes les températures. Par contre, si moi, mon étude, elle se limite à cette zone-là, là, je vais pouvoir dire ici, ok, l'eau, c'est un gaz parfait. L'air, pardon. Okay, pourquoi c'est de l'air. Pourquoi je parle de l'eau, j'en sais rien. Donc là, dans cette zone-là, c'est bien un gaz parfait. Mais là, non. Là, c'est pas un gaz parfait, c'est autre chose. D'accord? Et donc en fait, le gaz parfait, ça va être un petit peu, ça va être un peu comme en mécanique quand vous faites un bilan des forces et que vous dites, ok, je néglige les frottements. Le gaz parfait, ça va être votre première modélisation. Dans tout un tas de situations, ça va suffire. Et puis il y a certains cas où il faudra aller un peu plus loin, un petit peu comme les cas où finalement vous vous êtes rendu compte que les frottements, il ne fallait pas les négliger. Et donc en allant un peu plus loin, vous allez affiner votre équation d'état. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que le programme se limite essentiellement à des cas avec le gaz parfait. Donc si on vous fait faire des cas au-delà du gaz parfait, on doit vous guider. Mais il faut savoir qu'il y a très peu de systèmes qui se comportent de façon exacte comme des gaz parfaits. C'est l'exception en fait, c'est pas la règle. Donc ça c'est le même tracé que celui qui était là-haut, que celui-là. D'accord? Donc c'est en coordonnées de Clapeyron pour l'hexafluorure de soufre. Donc là vous voyez plusieurs zones. Ici, la zone pour laquelle si je change un tout petit peu la pression, le volume change beaucoup. Donc c'est la zone qui est la zone très compressible. Ça c'est la zone très compressible.
Ici, la zone, au contraire, qui est la zone très peu compressible. Où là, vous pouvez changer la pression comme vous voulez, le volume, il va quasiment pas changer. Et entre les deux, cette zone-là, pour laquelle la pression, elle a l'air d'être constante. D'accord? Donc ça, vous l'avez déjà fait en chimie, cette zone-là. C'est la zone qui correspond à l'équilibre liquide-vapeur. Ça, j'y reviens à la partie d'après. Donc ça, c'est le grand 5. Mais normalement, ça, vous l'avez déjà fait en chimie. Donc je vais refaire des redites de ce que vous aurez fait en chimie. Ok? Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de modéliser cette zone-là. Donc modéliser cette zone-là, mon cas idéal, c'est le gaz parfait. Comment je vais modéliser cette zone-là? Je vais le modéliser par ce qu'on appelle la phase condensée. Donc qu'est-ce que c'est une phase condensée? C'est basé sur l'idée suivante. Vous prenez de l'eau, par exemple de l'eau liquide, et vous constatez que le volume ne change pas quand vous essayez d'appuyer dessus. D'accord? Donc vous dites que l'eau liquide, elle est peu compressible. Autre chose que vous pouvez faire, vous prenez de l'eau liquide toujours, et vous essayez de changer sa température. Et vous constatez que le volume ne change pas beaucoup en fonction de la température. Vous dites que l'eau liquide est peu dilatable. Ça marche aussi avec les solides. Et du coup, là, vous avez une piste pour avoir un modèle simple, qui est le modèle dans lequel vous allez considérer que votre système il est incompressible, indilatable. Donc si vous avez un système incompressible, ça veut dire que le volume, il ne dépend pas de la pression, et indilatable, ça c'est un N, indilatable, ça veut dire que le volume, il ne dépend pas de la température. D'accord? Or, dans mes variables d'état, j'ai P, V et T. Donc si le volume ne dépend ni de P ni de T, l'équation d'état du système, c'est facile, c'est V égale constante, que je peux réécrire ρ égale constante. La masse volumique est constante. D'accord? Ce qui n'a rien à voir avec l'expression de la masse volumique pour le gaz parfait. Donc là, il va falloir que vous fassiez assez attention. On va vous demander de caractériser des systèmes. La première chose que vous devez faire quand vous caractérisez un système, c'est vous dire, ok, quelle est son équation d'état? Donc pour ça, il faut vous poser la question, quel est le système que j'ai en face de moi? Est-ce que c'est un liquide? Est-ce que c'est un solide? Est-ce que c'est un gaz? Si votre système c'est un liquide ou un solide, votre équation d'état, vous allez prendre en première intention, c'est ρ égale constante. Si votre système c'est un gaz, votre équation d'état que vous allez prendre en première intention, c'est ρ avec l'équation d'état des gaz parfaits, donc PM sur RT. D'accord? Mais il ne va pas falloir évidemment m'appliquer l'équation d'état du gaz parfait pour de l'eau liquide, sinon vous faites un truc qui n'a pas de sens. Alors après, ça c'est un modèle, donc c'est un modèle, c'est une approximation. Vous pouvez regarder comment se dilatent les phases condensées. Alors par exemple, un truc qui est assez important, à très grande échelle, si vous changez la température de l'océan, du fait de la dilatation de l'eau, vous allez changer le volume qu'il occupe, juste en changeant la température. D'accord? Et cet effet, ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va avoir comme conséquence que vous allez noyer les gens qui habitent à Java. D'accord? Ça, c'est parce que l'eau, elle n'est pas totalement indilatable, mais elle est quasiment indilatable. Alors là, il y a une petite remarque, c'est un truc qui n'est plus au programme, qui n'est pas à votre programme et qui vous permet de comparer entre eux différents systèmes, justement sur leur capacité à se dilater ou à se comprimer. Donc on introduit des coefficients qui s'appellent les coefficients thermoélastiques, qui sont définis ici, et qui vont vous dire si votre système il se comprime bien ou pas. Et ça vous permet de comparer les gaz, l'eau et les métals. D'accord? Ça c'est juste une petite remarque en bonus, vous la regardez si vous avez envie de creuser un petit peu les choses. Sinon vous pouvez la laisser de côté parce que c'est hors programme. Donc du coup ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'eau liquide, je vais la caractériser par sa masse volumique. Un morceau de cuivre, je vais le caractériser par sa masse volumique. Un morceau de bois, je vais le caractériser par sa masse volumique. Et dans les trois cas, je vais dire que la masse volumique, elle est constante. D'accord? Dernière chose dont j'ai besoin, c'est l'énergie interne. Donc l'énergie interne, vu que le volume, il ne change pas,
l'énergie interne, elle ne va pas dépendre du volume. Pourquoi? Parce que la distance intermoléculaire va être, entre guillemets, figée au niveau de mon système. Et du coup, le terme d'énergie potentielle d'interaction, il va rester constant. Et donc, je vais pouvoir écrire cette relation-là, ici, là. Alors attention, cette relation, elle ressemble furieusement à la relation que j'ai écrite pour le gaz parfait, parce que c'est la même, mais c'est pas du tout la même raison. Là, le fait que du ce soit C fois dt, c'est parce que le terme d'énergie potentielle d'interaction, il reste constant. Alors que pour le gaz parfait, du c'était C fois dt, parce que le terme d'énergie potentielle d'interaction, il valait 0. D'accord? Donc là, il y a beaucoup d'interactions qui assurent la cohésion. Et ça va avoir une conséquence qui est assez importante, c'est que les valeurs numériques de ce terme-là vont être beaucoup plus élevées pour un liquide, pour un solide que pour un gaz. Ok? Et votre point de départ, ça va être le même. Alors là, vous avez quelques ordres de grandeur de capacité thermique. Il y a une valeur qu'il faut connaître, c'est celle-là. C'est la capacité thermique de l'eau liquide. 486 joules par Kelvin par gramme. Ça, c'est un truc que vous pouvez lire dans n'importe quel... vous prenez un paquet de gâteaux, vous prenez une boîte de céréales, vous avez toujours une indication énergétique dessus, et c'est donné en kilocalories, ou en calories ou en kilocalories. D'accord? La calorie, c'est lié à la capacité thermique de l'eau liquide. Une calorie, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour que la température d'un gramme d'eau monte de 1 degré. D'accord? Alors, capacité thermique égale capacité calorifique massique. En fait, capacité thermique, capacité calorifique, c'est pareil. C'est le même vocabulaire, enfin, c'est deux noms pour la même chose. Ensuite, qu'elle soit massique, molaire ou rien du tout, ça va dépendre de ce que vous mesurez. D'accord? Donc là, elle est massique parce qu'elle est en par gramme. Et la capacité calorifique, c'est pareil que la capacité thermique. D'accord? C'est deux mots qui veulent dire la même chose. Ça, c'est un autre piège de la thermo. Alors, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de gens, et il y a quelques mots qui veulent un peu dire la même chose. Ça vient essentiellement de... Par exemple, quand vous prenez un texte écrit en anglais et que vous le traduisez in extenso en français, du coup, vous allez avoir des traductions qui ne donnent pas exactement les mêmes termes. Et comme le vocabulaire n'est pas exactement le même, ça fait plusieurs formulations différentes. Ok? Cette valeur-là, elle est beaucoup plus élevée que toutes les autres. Donc ça, c'est un truc qui est assez important. Ça vous dit que l'eau liquide, s'il a une très grande capacité thermique, il est capable de stocker beaucoup d'énergie. Et donc ça, on va se servir de cette propriété, parce que si je suis capable de stocker beaucoup d'énergie, je vais potentiellement pouvoir la récupérer. Et donc on va pouvoir se servir de l'énergie qui est stockée dans l'eau liquide pour activer des turbines et des choses comme ça. Et ça va nous servir par exemple à fabriquer des centrales nucléaires. D'accord? Conclusion, puis après je vous laisse tranquille. Là vous avez les deux modèles qui sont les deux modèles extrêmes. Donc les deux modèles extrêmes, c'est PV égale nRT d'un côté, et de l'autre côté, ρ égale constante. PV égale nRT, vous allez l'utiliser pour les gaz, ρ égale constante, vous allez l'utiliser pour les liquides et les solides. C'est vos deux descriptions. Là, j'ai fait les deux équations d'état. D'accord? L'autre info dont vous avez besoin, c'est l'énergie interne. Donc pour un gaz, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire du égale CV dt. Et pour un liquide ou un solide, vous allez écrire quoi? Vous allez écrire du égale cdt. Et là, juste en écrivant ça, je vous ai résumé toutes les formules qu'il faut connaître pour caractériser les systèmes thermodynamiques jusqu'à la fin du cours de thermo avec moi. D'accord? Ça, c'est la version simple. Et vous avez la version un peu plus complète ici. Il faut que je fasse une rotation. Comment on tourne? Je ne sais pas faire une rotation avec ce logiciel. Mince, attendez, je cherche comment on fait une rotation. Annoter, modifier, allez, on s'en fout, c'est pas ça. Je trouve pas. Alors attendez, on va faire autrement.
c'est un peu moche. Laissez juste 3 secondes le temps que je retrouve ça. Je vais le mettre à l'endroit, ça sera plus joli. Le chapitre 20. Tac. Tac, tac. Et donc on avait dit, on était là. Hop, voilà. Donc là normalement vous l'avez dans le bon sens. Alors, donc sur ce tableau, vous avez un résumé de toutes les relations qu'on a déjà posées. Et il faut que vous regardiez celles qui sont importantes. Donc celles qui sont importantes, ça va être... Non. Attendez. Hop. Tac. Tac, je vous montre celles qui sont importantes. Ça va être celle-là. Donc celle-là, il faut bien connaître tout. D'accord? Ensuite, l'autre qu'il faut bien connaître, c'est celle-là. Et, alors un petit peu moins important, mais quand même, celle-là. Donc en fait, alors je vais même étendre, on va mettre comme ça va être. Donc ça, c'est là ce que j'ai, les deux carrés que je viens de dessiner, c'est mes deux cas limites. C'est le gaz parfait avec ses extensions monoatomiques et diatomiques, donc la valeur de CV qui change, et la phase condensée. C'est les deux cas qui sont essentiels. La formule qui est en haut, ça vous montre le cas le plus général. Donc dans le cas le plus général, l'énergie interne, elle dépend et de la température et du volume. La formule qui est au milieu, là, le gaz de Van der Waals, c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres gaz que des gaz parfaits qu'on va caractériser par d'autres équations d'état et qu'on va caractériser par d'autres énergies internes. Donc il ne faut pas croire que tous les gaz sont des gaz parfaits en fait. Alors ça, c'est pas à apprendre le gaz de Van der Waals, hein, c'est pas à connaître. Par contre, vous serez peut-être amené à traiter des exercices pour lesquels votre gaz ne sera pas un gaz parfait et ne sera pas assimilable à un gaz parfait. Voilà, et donc du coup, là, j'ai fini ce que je voulais faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai des questions ou est-ce que je m'arrête ?